Plusieurs personnes, lorsqu'elles veulent améliorer la gestion de leurs finances, se lancent à corps perdu pour créer un budget, elles mettent des chiffres dans des cases en pensant que c'est ça qui va transformer la manière de dépenser. Mais la réalité, c'est que quelques semaines, quelques mois plus tard, elles reviennent à leurs anciennes habitudes et s'imaginent que non, le budget ne fonctionne pas. Mais c'est parce qu'elles ne font pas les choses dans le bon ordre. Dans cette vidéo, on va voir comment reprendre vos finances en main en 5 étapes. La première chose à faire, c'est de comprendre vos habitudes de consommation, vos habitudes de dépenses. Et pour ça, vous avez besoin de faire ce qu'on appelle un état des lieux. Qu'est-ce que l'état des lieux? C'est de regarder, par exemple, sur les 3 derniers mois au minimum, quels ont été vos revenus et quelles ont été les dépenses en face. Ceci va vous permettre d'identifier comment vous dépensez. Parce que avant de vouloir mieux faire, on a besoin de savoir d'où on part. Et c'est l'erreur numéro 1 à ne pas commettre, de vraiment quitter de zéro pour vouloir définir des montants dans des catégories. Mais vous avez besoin, dans un premier temps, d'établir une liste de ce que vous gagnez et de ce qui sort de vos comptes tous les mois. Je sais qu'il y en a aussi beaucoup qui ont peur d'affronter leur compte bancaire. J'accompagne des personnes en coaching et beaucoup de personnes ont peur d'ouvrir leur compte pour regarder ce qui se passe parce qu'elles se disent « je dépense un peu au hasard ». Mais c'est la première étape. Indispensable. Derrière catégorie, vous retrouvez des termes comme le logement, l'entretien du véhicule, peut-être la scolarité des enfants. Voilà. Commencez à mettre dans ces catégories-là ce que vous avez identifié dans la case des dépenses. Après avoir listé les revenus et les dépenses, l'étape d'après, c'est de faire la priorisation. Prioriser, ça veut simplement dire parmi toutes les dépenses que vous faites de façon mensuelle ou trimestrielle, ou en tout cas régulière, quelles sont celles qu'on va dire des dépenses indispensables. Il y en a qu'on va appeler des dépenses ajustables et on va dire une troisième catégorie de dépenses, on va dire autres dépenses ou les dépenses facultatives. Voilà. Et l'idée ici, c'est que selon les saisons de votre vie, selon vos revenus qui peuvent évoluer ou diminuer, vous sachiez exactement de combien vous avez besoin pour maintenir une vie normale, c'est-à-dire quand même subvenir à vos besoins nécessaires parce que beaucoup ont du mal à faire la différence entre les besoins et les désirs. Et à un moment donné, peut-être que vous aurez besoin de réduire vos dépenses parce que peut-être vous accueillez un enfant, parce que vous êtes dans une nouvelle saison de votre vie. Et pour cela, vous devez être capable de savoir quelles sont vos priorités. Et c'est à ça que sert cette étape de priorisation. Une erreur qu'on commet parfois, c'est d'oublier des dépenses qui arrivent de façon ponctuelle dans l'année. Par exemple, vous devez payer vos impôts une fois par an, quelque chose qui arrive à une période donnée dans l'année. Donc quand vous faites cet exercice-là, n'oubliez pas de noter ces dépenses-là qui arrivent de façon ponctuelle. Par exemple, un cadeau d'anniversaire, ce n'est pas un événement imprévu. Donc c'est quelque chose, vous le savez, la date de l'anniversaire, à un moment donné, vous le mettez dans votre agenda, je dois faire un cadeau à cette personne-là, en tout cas si vous le faites. Donc c'est une dépense que vous devez noter dans la liste des dépenses que vous faites. Par exemple, aussi les fêtes de fin d'année, c'est des choses qui se prévoient, qui s'anticipent. Et donc, quand vous allez, on va parler de la planification tout à l'heure, vous devez pouvoir identifier clairement, selon les périodes de l'année, quelles sont les dépenses à anticiper. La deuxième étape, ça va être de définir des objectifs financiers. Qu'est-ce qu'on entend par là? Par exemple, si vous avez un achat immobilier à faire, si vous avez un déménagement à prévoir, si vous attendez un enfant, si vous avez des travaux à faire dans votre maison, c'est autant de choses qu'il faut mettre à plat. Si vous voulez même faire des vacances, aller en voyage, soutenir une association, soutenir je ne sais trop quel autre projet, vous devez mettre tous ces éléments-là en face de vous et vous demander combien ça va coûter, combien de temps vous avez besoin pour concrétiser ces projets-là. Et en fait, l'erreur ici, c'est que beaucoup de personnes, une fois de plus, ont des objectifs en tête, ont des rêves, mais ne savent pas combien ça va leur coûter. Et si vous voulez pouvoir concrétiser les rêves, les projets que Dieu vous met sur votre cœur dans des délais raisonnables, à votre rythme, vous n'avez pas forcément besoin de vous endetter. Vous avez besoin d'arriver à gérer sagement vos finances. Et pour cela, vous avez besoin de d'abord clarifier ces objectifs-là et de voir à quel terme vous êtes capable, avec les ressources que vous avez aujourd'hui, de pouvoir les concrétiser.
Une méthode que vous pouvez utiliser pour vous définir des objectifs financiers, c'est une méthode très connue qui s'appelle la méthode SMART. Ça veut dire que ces objectifs-là doivent être premièrement spécifiques, c'est-à-dire assez précis. Ils doivent être mesurables avec un certain nombre de chiffres, vraiment. Ils doivent être acceptables ou atteignables selon la terminologie. Ils doivent être réalistes. Alors le réaliste, c'est vraiment, on va le faire dans un second temps. Parce que par exemple, dans la formation qu'on propose, on propose déjà aux personnes d'écrire vraiment leurs rêves, de vraiment ne pas se limiter, de vraiment tout noter. Et après, on va venir refaire une seconde passe avec la méthodologie SMART. La dernière lettre de SMART, donc le T, c'est temporellement défini. Donc, essayez, une fois que vous avez écrit vos rêves, vos objectifs de façon brute, de repasser sur ces objectifs-là avec la méthodologie SMART pour qu'ils soient assez précis. Voilà. Par exemple, si vous voulez acheter une maison, comment vous allez écrire votre objectif? Acheter une maison de 4 chambres avec un jardin dans un quartier résidentiel, proche des écoles, des commerces, etc. Là, l'objectif, il est spécifique parce que vous savez exactement ce que vous voulez. L'objectif doit être mesurable, c'est-à-dire, là, pour le coup, c'est un objectif financier. Donc, combien ça va me coûter? Par exemple, mon budget, c'est 200 000, 250 000 euros. Atteignable, ça veut dire que, par exemple, est-ce que ce montant-là que je définis, c'est atteignable par rapport à mes ressources aujourd'hui ou est-ce que c'est hors de portée en ce moment-là? Donc, fixer des objectifs avec cette méthode va aussi vous permettre de peut-être ajuster vos attentes, vos aspirations pour que ça puisse coller avec vos ressources du moment. L'objectif doit être aussi atteignable. Ça veut dire que je peux pas me dire que je vais visiter, moi, 500 maisons en un mois. Non, c'est pas possible. Donc, si je veux déménager, peut-être qu'il faut que je me donne 6 à 12 mois le temps de visiter. Ça me fait, par exemple, visiter une à deux maisons par mois, par exemple, etc. Et d'ici 6 à 12 mois, j'aurai visité 24 maisons et comme ça, je pourrais me positionner. L'objectif doit être aussi défini dans le temps. Donc, par exemple, là, oui, je veux déménager, mais quand? Si c'est juste un rêve vague, il y a très peu de chances que ça se concrétise parce qu'il y aura toujours d'autres choses qui vont venir vous solliciter financièrement. Donc, hyper important de clarifier vos objectifs. La troisième étape, c'est d'établir un budget. Maintenant que vous en êtes là, vous avez besoin maintenant de définir clairement le budget. Vous savez quelles sont vos habitudes de consommation, vos habitudes de dépenses. Vous avez vos objectifs clairs sous les yeux. À court, moyen et long terme. Voilà. Maintenant, vous avez besoin d'établir un budget. Et moi, quand j'accompagne les personnes, je les aide à établir un budget sur l'année suivante. Ça veut dire que vos objectifs, ils peuvent être sur les 10 prochaines années, mais dans l'année qui arrive, quelle première étape vous allez faire? Non seulement le budget, il vous permet déjà de vous assurer que vos besoins courants sont couverts, mais aussi que vous avancez petit à petit dans vos objectifs. Peut-être pour certains projets, vous allez juste épargner. Pour d'autres projets, vous pourrez peut-être passer à l'action concrètement. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous voulez acheter une maison et que vous devez faire un apport de 20 000 euros, mais que dans votre épargne, il n'y a que 5 000 euros, peut-être que par rapport à ce projet-là, il va falloir augmenter l'épargne et donc l'année qui arrive, vous allez vous dire peut-être par rapport à mes revenus, je vais pouvoir épargner encore 200 euros par mois sur l'année. À la fin de l'année, ça me fera 200 x 12, 2400 euros de plus à mettre dans ce projet. Donc, ça dépendra de vous. Voilà l'intérêt de faire un budget, c'est que ça vous permet vraiment de prendre des décisions éclairées avec votre argent. Si vous le souhaitez, moi, le fichier budget annuel, je le propose à la vente. Vous pouvez l'avoir en description ou alors vous pouvez commencer par la version mensuelle que je propose gratuitement qui vous permet déjà de faire l'état des lieux de vos finances. Télécharge-le dans la barre de description. Voilà. Faire le budget, ça implique un certain nombre de petites étapes qu'on va vous partager de façon résumée ici. À partir des revenus que vous avez listés avant, dans l'étape précédente, vous devez faire une soustraction des dépenses par ordre de priorité. Donc, vous avez normalement priorisé, si vous vous rappelez à l'étape 1, vos dépenses entre celles qui sont nécessaires, celles qui sont ajustables, c'est-à-dire qu'on peut, réduire la voilure, si on peut dire ça comme ça, et celles qui sont futiles, non obligatoires, on va dire ça comme ça. Donc, à partir de vos revenus, vous commencez déjà à noter celles qui sont indispensables. Vous allez voir dans un premier temps combien il vous reste. Vous allez pouvoir mettre aussi celles qui sont ajustables et toujours en les rajoutant au fur et à mesure, vous voyez par rapport à vos revenus ce qui reste. Et enfin, vous avez celles qui sont non indispensables que vous pouvez mettre dans le budget. Le budget doit être équilibré. La règle d'or d'un budget, il doit être équilibré. Équilibré, c'est quoi? Ça veut dire que ce qui rentre doit être égal à ce qui sort. Quand il dit ce qui sort, ça veut dire que ça inclut votre épargne.
prenons l'exemple, si ça c'est mon revenu, tous les crayons là, c'est mes revenus, ça veut dire que si dans le mois, je gagne, disons, dans mon pays, la monnaie c'est les crayons. Si je gagne 6 crayons par mois, dans ça, j'enlève un crayon pour l'épargne, un crayon pour le loyer, un crayon pour les vêtements, l'alimentation, 2 crayons, etc. Et à la fin, la soustraction de tout ça, de toutes mes dépenses, plaisirs, etc., ça doit être égal à 0 en incluant mon épargne. Donc, c'est ça le principe de base. Une chose qu'on constate avec certaines personnes qu'on accompagne, c'est que vu que je prends le cas de l'Europe, on a accès au découvert. Et certaines personnes vivent avec le découvert comme une source de revenus. Ce n'est pas quelque chose que nous recommandons. Donc, dans l'exercice à faire dans le budget, le découvert n'est pas à prendre en compte. C'est une dette. C'est une dette. Et donc, travaillez plutôt avec les ressources que vous avez, les entrées, les véritables entrées que vous avez. Il peut y avoir des situations spécifiques. Et donc, dans les coachings qu'on fait, on accompagne les personnes à vivre sans le découvert. Donc, ça implique un certain nombre d'étapes. Mais quand vous faites cet exercice, faites-le en ne prenant pas en compte le découvert. Voilà. Alors, une fois que vous avez mis en place votre budget, vous avez besoin d'outils pour pouvoir le suivre. Parce que créer un budget, c'est une première étape. Mais là où parfois ça pêche, là où le bas blesse, c'est que beaucoup n'arrivent pas à suivre ensuite le budget qu'ils ont établi eux-mêmes en amont. Et ça, c'est parce que soit ils ont choisi des outils qui ne correspondent pas à leur style de vie, qui ne correspondent pas à leur manière de fonctionner. Par exemple, il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise avec des outils digitaux, qui vont essayer de faire un fichier Excel. Ça ne marche pas. Si vous êtes plus à l'aise avec le papier, faites avec le papier. Mais le plus important, c'est que vous choisissez un outil pour suivre vos dépenses que vous allez utiliser. Parce que le but, c'est quoi? Le budget me permet de planifier mes dépenses, mais ensuite, j'ai besoin de faire un suivi pour m'assurer que ce que j'ai prévu de dépenser, c'est effectivement ce que je dépense. Et si jamais je me rends compte en cours de mois que j'ai plus dépensé pour telle ou telle autre catégorie, j'ai besoin de m'arrêter pour ajuster. Peut-être que je vais moins dépenser sur une autre catégorie pour compenser, pour qu'à la fin du mois, je n'ai pas dépensé plus que ce que je n'ai gagné. Et ça, c'est très important. Nous, par exemple, on utilise un fichier budget qui est celui que je propose dans mes formations et que je propose ici à la vente. Et on utilise aussi une application qui nous permet de regrouper tous nos comptes au même endroit, qui s'appelle Banking. Mais ce n'est disponible qu'en France, je crois. On vous mettra en dessous peut-être notre lien de parrainage si vous voulez aller regarder. Ce n'est pas un partenariat, mais c'est une application qu'on utilise depuis plusieurs années. Et qu'on apprécie bien. Et qu'on apprécie. Donc, pour ceux qui veulent découvrir, vous pouvez aller dessus. Après, si vous êtes chez une banque en ligne aussi, il y a des banques qui permettent de gérer les comptes directement avec des applications qui sont plutôt bien faites. Le plus important, c'est vraiment de choisir des outils que vous allez utiliser. La 5e étape, c'est de mettre en place des habitudes. Donc, on a fait un travail depuis le début de catégorisation, on a fait le budget, on s'est défini des objectifs, on a choisi des outils. Maintenant, comme Marissa l'a dit un peu avant, il vous faut des habitudes au quotidien, voire des habitudes hebdomadaires, des habitudes mensuelles, des habitudes annuelles. Pour vous donner notre exemple, chaque année, on définit un budget pour l'année à venir. Donc, au mois de décembre, on s'assoit ensemble, on voit les événements à venir dans l'année et on va comme ça définir un budget pour l'année à venir. Une fois qu'on l'a défini de façon mensuelle, on se retrouve aussi pour définir le budget du mois, réajusté en fonction de ce qui s'est passé le mois d'avant et en fonction des nouvelles informations qu'on a pour le mois à venir. Et ensuite, de façon quotidienne ou hebdomadaire, on va suivre les dépenses par rapport aux différents prélèvements qu'on a, aux différents achats qu'on a faits pour s'assurer qu'on est toujours en ligne avec ce qu'on a prévu avant. C'est important d'avoir des rendez-vous comme ça et aussi des habitudes. Donc, ça ne se fait pas tout seul. Ça veut dire qu'il va falloir aussi une certaine discipline. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes habitué à simplement dépenser et à constater les choses. Si vous voulez vraiment gérer vos finances et les gérer bien, vous avez besoin de cette routine ou de ces habitudes-là pour vous assurer que vous ne déraillez pas et aussi pour prendre des décisions. À un moment donné, vous êtes dans un magasin, vous voulez faire un achat, mais vous ne savez pas forcément si vous avez les finances ou pas de le faire. Le fait d'avoir un budget vous permet de savoir si vous l'avez prévu, par exemple, et aussi de savoir où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous pouvez vous permettre de dépasser de 30 € parce que vous allez pouvoir compenser ailleurs ou est-ce que, voilà, à un moment donné, vous dites « je ne fais pas cet achat-là parce que je n'y suis pas ». Donc, c'est des habitudes comme ça de consulter régulièrement la situation dans laquelle vous êtes qui vous permet aussi de prendre des décisions au quotidien.
Et aussi de vous faire plaisir sans culpabiliser. Parce que quand on a prévu des dépenses plaisir, on dépense l'argent pour se faire plaisir sans culpabiliser parce qu'on sait que ça ne met pas à mal le reste de nos projets, ça ne met pas à mal le reste des choses aussi nécessaires. Et quand on est en couple, on a fait une vidéo là-dessus, on peut avoir deux profils, l'un qui est économe, l'autre qui est dépensier. Et parfois, ça peut vraiment créer des tensions. Et quand vous arrivez à planifier comme ça ensemble, en tenant en compte les besoins et les priorités de chacun et de votre couple, ça va aussi vous aider à avoir une relation plus apaisée avec l'argent, déjà personnellement, mais aussi en tant que couple. Dans cette vidéo, nous avons voulu être très pratico-pratique, vous donner un peu une méthode pratico-pratique. Mais sachez qu'en termes de gestion des finances, il n'y a pas que la connaissance, il y a aussi l'état d'esprit, la relation à l'argent qui est importante à travailler. C'est ce que nous faisons dans nos formations, dans notre formation Objectif Sérénité Financière. Et si jamais vous aimeriez être accompagné par nous à ce niveau, nous allons mettre les informations concernant la formation, concernant tout les fichiers, toutes les ressources aussi gratuites dont nous avons parlé dans la vidéo en barre de description. Et si vous avez des questions par rapport à quoi que ce soit qu'on a partagé, n'hésitez pas à nous les poser. Si cette vidéo vous a aidé, likez, partagez et donnez-nous votre avis en commentaire. À très vite pour des vidéos sur la chaîne Mariage épanoui avec Dieu. À très vite.